Bon début de semaine, madame, monsieur, bonjour. Voyons ensemble le sommaire de cette édition. Les 78e Assemblée générale des Nations Unies, le vice-président de la République Temoko Melie-Kone, il représente le chef de l'État Alassane Ouattara. Il interviendra jeudi à la tribune de l'ONU au cours du débat général sur la situation mondiale et aussi l'engagement de la Côte d'Ivoire sur des thématiques internationales. Une mine d'or en activité à Séguéla, elle a été inaugurée par le ministre Mamadou Sangafoa Coulibaly. Un bon profit pour la Côte d'Ivoire et également pour le Ouorodougou qui bénéficie d'un plan d'accompagnement des populations de plus de 100 millions de francs CFA. Et actualité internationale également sécuritaire, les forces ukrainiennes reprennent 7 km² de leur territoire dans l'est et le sud occupés jusque-là par l'armée russe. Soyez les bienvenus. Ce journal est traduit en langue des signes et prenons tout de suite la direction de New York aux États-Unis où s'est rendu depuis ce week-end le vice-président de la République. Il y représente le président de la République Alassane Ouattara à la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a été accueilli à son arrivée par des membres du gouvernement et des représentants de la diplomatie. Le vice-président Temoko Melie-Kone prononcera une allocution à la tribune de l'ONU jeudi 21 septembre au cours du débat général. L'agenda du vice-président ivoirien à New York annonce également plusieurs rencontres multilatérales. On en sait plus avec Awa Touré. Le vice-président de la République, Temoko Melie-Kone, accueilli par les membres du gouvernement, des représentants de la diplomatie et de la communauté ivoirienne vivant aux États-Unis. Aux États-Unis où il va, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, prononcer une allocution à la tribune de l'Organisation des Nations Unies le jeudi 21 septembre 2023 dans le cadre du débat général qui s'articule cette année autour du thème « Restaurer la confiance et raviver la solidarité mondiale », accélérer l'action sur le programme 2030 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tous. Le vice-président Temoko Melie-Kone va également prendre part à plusieurs rencontres multilatérales de haut niveau à l'agenda de cette 78e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. En marge du débat général et des rencontres multilatérales, le vice-président de la République, Temoko Melie-Kone, aura des entretiens avec le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, ainsi que plusieurs autres personnalités. Et voilà, il s'ouvre donc une semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le secrétaire général Antonio Guterres y attend 145 chefs d'État et de gouvernement pour des échanges autour des objectifs de développement durable adoptés en 2015 par l'ONU. C'est une rencontre de haut niveau qui reprend pour la première fois depuis la pandémie de Covid-19. Et les crises feront aussi partie des débats, notamment la crise en Haïti, au Soudan aussi, seront également sur la table des échanges et l'éventuelle reprise du dialogue au Proche-Orient et on parlera également de la guerre en Ukraine. À l'instar de ces crises dont la résolution est recherchée à l'échelle mondiale, les atrocités de masse préoccupent le continent africain et il s'est tenu à cet effet le tout premier forum régional du groupe de travail Afrique de l'Action mondiale contre les atrocités de masse. Ce sont 48 heures d'échange à Abidjan, résumé pour vous par David Soyo. Réunis autour d'une idéologie commune, les participants de ce premier forum régional sur la prévention des conflits en Afrique échangent sur les bonnes pratiques pour faire de l'Afrique un continent à zéro conflit et zéro atrocité. Le groupe de travail Afrique, dirigé par Jamila Mohamed, a invité les acteurs de la société civile, les membres du gouvernement et institutions à soutenir la promotion et les politiques nationales de prévention de conflits. C'est à l'occasion des génocides que des violations graves des droits de l'homme sont commises. Mais comment faire pour protéger, prémunir la Côte d'Ivoire de ces situations? Et c'est à cela que la GAMAC est venue tenir cet atelier en Côte d'Ivoire pour sensibiliser tous les acteurs à continuer de protéger les populations de Côte d'Ivoire. Initié par GAMAC, l'Action mondiale contre les atrocités de masse et appuyée par la CADA,
Cette rencontre internationale a permis à une dizaine de pays de bénéficier de rudiments nécessaires pour prévenir les atrocités. Nous avions eu une communication qui nous a été faite par un des responsables du centre Kofi Annan sur l'intérêt que les autorités doivent mettre dans la prévention et la répression du crime de génocide et les atrocités de masse. Alors donc, ce sont ces informations que nous allons prendre pour aller dans nos pays. L'un des enjeux de ce forum, c'est de faire de la Côte d'Ivoire l'un des partenaires étatiques du GAMAC. Côte d'Ivoire, in that we are working closely. Nous travaillons de concert avec l'autorité des Nations Unies. Nous allons travailler également la main dans la main avec l'État ivoirien pour leur permettre d'atteindre l'objectif de la ratification. Got a keen interest in this area. Pour l'heure, la Tanzanie est le seul pays africain à avoir adhéré à la GAMAC, l'action mondiale contre les atrocités de masse. L'objectif principal de ce forum, c'est d'encourager les États africains à adhérer à la GAMAC, de se doter des mécanismes nationaux de prévention des atrocités et à ratifier la Convention de 1948 sur le génocide. Et ce sujet en une de ce journal, une mine d'or à Séguéla, un gros profit pour la Côte d'Ivoire, plus de 80 milliards de francs CFA. Cette mine produira 4 tonnes d'or par an sur une période de 8 ans minimum. Elle est exploitée par la société Rox Gold de Sango. C'est un projet qui est aussi accompagné par le gouvernement ivoirien qui finance à hauteur de 100 millions de francs CFA un comité de développement local minier pour des projets communautaires dans les zones impactées. Le lancement de l'exploitation avec Soro Corona. L'exploitation de la mine d'or de Séguéla est désormais la fête de la société Rosgold Sango, filiale du groupe Fortuna Silver Mine basé au Canada. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly, a lancé officiellement les activités de cette mine qui va produire 4 tonnes d'or par an sur une durée minimum de 8 ans. Un projet qui est estimé à 865 000 onces d'or, soit 28 tonnes d'or. Et l'investissement global a été chiffré à 78 milliards de francs CFA. Les retombées sont multiples. Pour l'État de Côte d'Ivoire, c'est plus de 80 milliards de francs CFA. Et pour le CDLM que nous venons de mettre en place sur la durée de la mine, c'est à peu près 4 milliards de francs CFA qui seront mobilisés. Le ministre Bouaké Fofana a traduit la joie des populations de la région du Ourodougou pour les opportunités de développement et d'emploi qu'offre cette mine d'or. Cette mine permettra d'offrir du travail aux populations et sera, dans les mois à venir, d'une utilité quotidienne et essentielle pour chacun et l'objet d'une fierté bien légitime pour toute la région du Ourodougou. Le président directeur général du groupe s'engage à développer un programme afin d'améliorer la qualité de vie des populations impactées par l'exploitation minière. Nous avons développé des programmes pour améliorer la qualité de vie, la santé, l'infrastructure et l'éducation, en mettant un accent particulier sur les femmes et les enfants. Deuxième temps fort de cette cérémonie, c'est l'installation et la remise de l'arrêté interministériel instituant le comité de développement local minier. Pour les 3 premiers mois d'activité, le comité a reçu un chèque de 100 millions de francs CFA. La mise en valeur des bas-fonds, de sorte que les femmes puissent les exploiter et produire assez de vivriers. Il y a aussi des écoles, des centres de santé à construire. Pour Mamadou Sangafoua Koulibaly, le gouvernement fait du secteur minier un pilier de l'économie ivoirienne avec l'adoption en 2014 d'un nouveau code minier. Son Excellence, M. Alassane Ouattara, a décidé de faire de ce secteur le second pilier de notre économie. Et le code minier adopté en 2014 a permis d'accroître l'attractivité de ce secteur. Et la production ne fait que croître d'année en année. La production nationale d'or a connu une hausse en 10 ans. De 12 tonnes en 2012, la production est passée à 48 tonnes en 2022. Et à un peu plus de 200 km de Séguéla, un nouveau centre d'enrôlement et de production in situ des cartes CMU ouvre à Osiéné, c'est dans le Kabadougou. Le centre est équipé de 5 kits d'enrôlement et a une capacité de production d'environ 480 cartes en 8 heures de travail, ce qui équivaut à une carte à la minute, nous dit Serge Coléa. Odiéné, chef-lieu de la région du Kabadougou, a désormais son centre d'enrôlement et de fabrication in situ. Les requérants pourront recevoir en moins de 15 minutes la nouvelle carte
CMU. En l'espace de quelques mois, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a déployé une vaste politique d'extension dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire devant la demande croissante. C'est au tour d'Odiéné de bénéficier de cette technologie nouvelle. Je suis venu à 10h. Bon, il n'est même pas fait au moins 20 minutes. Voici ma carte. Auparavant, quand on fait, ça prend une durée de 3 mois. Mais aujourd'hui, je suis venu en moins de 15 minutes, j'ai reçu ma carte. J'invite tout le monde aussi à faire sa carte CMU, c'est important. Le ministre Adama Kamara se réjouit de l'engouement autour de la CMU. Il a félicité le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie, Karim Bamba, cheville ouvrière de la mise en œuvre de la CMU. En vue de répondre aux attentes légitimes des populations, j'ai initié avec la CENAM une opération spéciale visant à renforcer le dispositif d'enrôlement dans les établissements scolaires et universitaires situés dans les zones à forte densité de population. Ainsi, en l'espace d'1 mois, le nombre de sites fixes d'enrôlement à la CENAM est passé de 148 à près de 1000. En plus des 10 sites de production in situ qui existent ailleurs, le système de production in situ sera progressivement installé sur toute l'étendue du territoire national. Maître Adama Kamara a exhorté les populations du Folon et du Kabadougou à se faire enrôler massivement. Le ministre a offert dans la même veine 100 fauteuils roulants aux personnes en situation de handicap du district du Denguélé. Et l'expansion se poursuit. Ce 18 septembre est annoncée également l'ouverture du centre de la ville de Bouaké pour garantir davantage l'accès des populations à des soins de santé de qualité. Et vu qu'on parle de santé et de prise en charge, tournons le regard vers ces maux qui ne sont pas transmissibles mais qui font des ravages. Les maladies cardiovasculaires par exemple, les cancers, les maladies respiratoires chroniques ou encore le diabète. Le réseau africain de lutte propose des pistes pour améliorer la prise en charge des malades. Le développement avec Didier Nguessa. Lutter efficacement contre les maladies non transmissibles comme l'hypertension artérielle, le diabète et les pathologies cardiovasculaires en rendant égalitaire l'accès aux soins. Ces maladies sont responsables de 74% des décès dans le monde selon l'OMS. En prélude au sommet mondial qui se tiendra aux États-Unis, le réseau africain de la lutte contre les maladies non transmissibles fait des propositions à l'État de Côte d'Ivoire. La nécessité d'investir dans la prévention et le contrôle des maladies non transmissibles à travers des ressources durables et adéquates pour la couverture sanitaire universelle. Deuxièmement, accélérer la mise en place des services de prévention et de soins de qualité pour les maladies non transmissibles dans les programmes de prestations de santé de la couverture sanitaire universelle. Troisièmement, l'importance d'aligner les priorités de développement et de santé mondiale pour atteindre les objectifs de santé universelle. Et enfin, quatrièmement, l'importance de mobiliser les personnes vivant avec les maladies non transmissibles en les faisant participer au processus de prise de décision dans le but de mettre ces personnes au centre de la couverture sanitaire universelle. Les professionnels de la santé recommandent une hygiène alimentaire en suivant cette pyramide. Ils offrent également des dépistages gratuits aux populations. Et pour ce qui est de la gestion des maladies transmissibles dues aux microbes, la Côte d'Ivoire bénéficie du soutien d'organismes internationaux. L'exemple avec l'USAID qui a fait don de matériel de chaîne de froid au programme élargi de vaccination de Côte d'Ivoire. Didier Nguessa. 50 réfrigérateurs électriques, 200 pots vaccins et 300 glacières. Voici les composantes du don de l'USAID au programme élargi de vaccination. Du matériel qui vient accroître la capacité de stockage des structures sanitaires, mais aussi la conservation des vaccins à une température recommandée entre 2 et 8 degrés Celsius. On est menacé par les maladies de l'enfance, notamment la rougeole. On est menacé par la polio. Dès que vous baissez la main, ces maladies-là reviennent. Donc l'urgence aujourd'hui, la priorité aujourd'hui, c'est faire face à ces urgences-là, donc vacciner les enfants contre toutes ces maladies-là, et c'est gratuit. Les États-Unis ont octroyé à la Côte d'Ivoire, l'un des premiers pays bénéficiaires, plus de 44 millions de dollars, soit plus de 26 milliards de francs CFA pour renforcer le système sanitaire
et accroître le niveau de couverture vaccinale. Cette chaîne de froid adaptée garantit des conditions optimales de conservation des vaccins, donc de leur qualité au bénéfice des enfants de 0 à 23 mois et des femmes enceintes qui constituent les principales cibles du programme élargi de vaccination. Il est grand temps aujourd'hui que nous mettions en œuvre les stratégies de vaccination de grande envergure pour rattraper tous les enfants qui ont échappé à la vaccination afin de préserver les acquis du passé. Les donateurs et les bénéficiaires ont visité la chambre froide du programme élargi de vaccination. Le secteur de la pêche est en quête de solutions pour une gestion durable des ressources halieutiques. Une rencontre de la phase 3 de la mise en place du projet intitulé « Amélioration de la transparence dans le secteur des pêches en Côte d'Ivoire » s'est tenue. Serge Pacom Didi et Didier Nguessan nous en parlent. L'amélioration de la transparence et la responsabilité dans le secteur de la pêche au cœur des débats. Il est question de la gouvernance de la pêche en Côte d'Ivoire, un projet piloté par le Centre de recherche océanologique en vue d'une gestion rationnelle des ressources aquatiques naturelles. Le Centre de recherche océanologique a pour mission d'effectuer les recherches nécessaires à la connaissance de l'environnement aquatique en vue de sa préservation. Les résultats issus de ce projet permettront une meilleure clarification des cadres et procédures de gouvernance existants dans le domaine de la pêche et d'entrevoir des possibilités de promotion d'une gestion durable des ressources halieutiques et la préservation des océans. À l'issue de cet atelier, nous pourrons ici avoir une vue de façon claire de comment exercer la gouvernance dans les différents pays qui sont partie prenante de ce projet. Les enjeux et défis de la pêche artisanale maritime en Côte d'Ivoire, outils de transparence pour la gouvernance dans ce secteur, sont entre autres les sujets évoqués au cours de cette rencontre. Pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les résultats de ce projet vont contribuer à améliorer l'orientation des politiques publiques en matière de pêche. Beaucoup de problèmes se posent dans le problème de la pêche avec, disons, le changement climatique, avec la concurrence avec les pays industriels qui ont de gros moyens et puis nous-mêmes une discipline vis-à-vis de la pêche parce qu'il y a une période de fermeture des pêches pour que les animaux puissent croître. Mais est-ce que nous respectons tout ça? Donc tout ça fait partie d'un problème de gouvernance et c'est sur ça que les chercheurs ont décidé de partager leurs résultats à l'effet de remonter ça vers les autorités et prendre des décisions idoines. Ce sont plus de 10 000 emplois directs et plus de 400 000 emplois indirects générés par le secteur de la pêche en Côte d'Ivoire, dont les recommandations permettront de réguler et de renforcer la bonne gouvernance dans le secteur. Une solution de chercheurs pourrait être profitable au secteur de la pêche. On en parle tout de suite. C'est une nouvelle technologie pour lutter contre les contaminations des eaux résiduaires. Une proposition du FONSTI qui est également une solution efficace aux industries chimiques pour ce qui concerne l'élimination des métaux toxiques. C'est un projet de 21 milliards de francs CFA à exécuter sur 18 mois. On en sait davantage dans ce reportage de Davis Soyo. Eau de surface à polluer. Un danger pour la nappe phréatique. En Côte d'Ivoire, la lagune ébriée n'y échappe pas. C'est un véritable problème environnemental, mais aussi un problème de santé publique. Et cela est dû en partie au déversement de métaux toxiques rejetés par les industries. Le monde scientifique explore donc les méthodes de lutte. Nous avons constaté que les industries, à travers leurs activités, peuvent déverser les effluents dans la nature. Et nous voulons mettre en place un prototype qui va permettre, n'est-ce pas, de filtrer ces effluents-là afin de pouvoir déverser les eaux saines et donc de pouvoir préserver la biodiversité dans notre pays. On va faire un prototype d'appareil que les usines vont mettre à côté comme un filtre à côté de leur usine. Avant de déverser l'eau dans la nature, ce filtre-là, naturellement, va dépolluer ces eaux-là. Donc les eaux qui vont aller dans la nature seront totalement propres.
Interface et carrefour des initiatives de recherche scientifique, le FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, marque son engagement à contribuer et à valoriser les résultats de ce projet porté par les enseignants-chercheurs. Ce que nous voulons donc à travers cette technologie, c'est de contribuer à dépolluer ces eaux résiduelles qui viennent de nos industries avant de les rejeter dans nos eaux. Donc c'est un projet important, non seulement pour l'environnement, mais également pour la santé des Ivoiriens. Ce projet de décontamination des eaux et d'assainissement de l'environnement aquatique pour mieux protéger la santé humaine, financé à hauteur de 21 millions de francs CFA par le FONSTI, va s'étendre sur une période de 18 mois. Et voilà un compte-rendu de Frédéric Oulaï et Franck Quadio. Le ministère de la fonction publique lance ses awards d'une cérémonie qui récompensera ses meilleurs agents, une célébration du mérite et de l'excellence pour un service public de qualité. L'événement aura lieu le 1er décembre prochain. Franck Quadio. 1er décembre 2022, les meilleurs directeurs des ressources humaines et les meilleurs directeurs régionaux de la fonction publique sont célébrés par la tutelle. Ce sont les Awards de la fonction publique, première édition. Ce concept initié par l'autorité de tutelle et qui a un objectif certain. L'édition 2023, c'est donc pour le 1er décembre. L'annonce est faite par le directeur général de la fonction publique au nom de la ministre Anne-Désirée Oloto. À travers cette activité, nous renforçons notre engagement envers le service public de qualité et nous inspirons les générations futures de fonctionnaires à donner le meilleur d'eux-mêmes. De manière pratique, il s'agit d'une distinction qui récompensera 3 meilleurs de chaque catégorie. Il y aura donc 3 catégories, mettant ici en lumière les réalisations exceptionnelles qui contribuent à l'amélioration de la qualité du service public. Des innovations sont relevées. Les meilleurs agents du ministère de la fonction publique avec en prime la valorisation des acteurs des médias œuvrant objectivement à la promotion de la qualité du service public. Des distinctions qui obéissent à des critères objectifs. Pour cette seconde édition des awards de la fonction publique, les candidats seront soumis à l'évaluation du jury sur la base de la conduite de leur mission, mais aussi par des acteurs qui sont les préfets de région, leurs supérieurs hiérarchiques et les fonctionnaires et agents de l'État dont ils gèrent la carrière. Ils seront donc 9 agents de la fonction publique en décembre prochain dans les catégories or, argent et bronze à être mis sous le feu des projecteurs. Et un autre rendez-vous, cette fois, qui fait la promotion de la culture ivoirienne. Il s'agit du prochain rendez-vous de l'Abissa, la fête du peuple Nzima Kotoko, qui met chaque année en avant le patrimoine Nzima. Et cette année, l'événement se tiendra du 22 octobre au 5 novembre. On en parle dans cet élément de Davis Oyo. À Doha, danse des nobles, exécutée par les danseuses de la cour royale d'Nzima Kotoko, donne un avant-goût des festivités de l'Abissa 2023. L'Abissa est un rendez-vous annuel de la communauté Nzima Kotoko. C'est l'occasion pour ce peuple d'effectuer le bilan de l'année écoulée et de se pardonner. Un moment de communion couronné de réjouissance. C'est aussi le lieu de promouvoir le patrimoine immatériel et la richesse culturelle du peuple Nzima Kotoko. L'Abissa, patrimoine des Nzima d'Aboadé au Ghana, à Grand-Bassam, en Côte d'Ivoire, est le thème choisi pour cette énième édition. Ce thème parce que ça permet d'avoir la globalité donc de l'Abissa pour dire que l'Abissa n'est pas seulement le patrimoine de communautés particulières, mais de l'ensemble de la communauté Nzima et que les frontières issues de la colonisation n'ont entaché en rien la cohésion du peuple Nzima et la transmission de ses valeurs et de ses traditions. En phase avec les orientations de Sa Majesté Aoula Amontanoé, roi des Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire, l'édition 2023 sera marquée par 3 innovations. La première grande innovation, c'est cette internationalisation. La deuxième, c'est le côté digital dans la communication pour que l'ensemble des communautés, à la fois les jeunes, puissent être intéressés à l'Abissa. Donc, chaque jour, au moment de l'Abissa, lorsque le tam-tam sera sur la place publique à partir du 29, de montrer et d'enseigner
la danse de la Bissa. Rendez-vous culturel incontournable en Côte d'Ivoire, la Bissa bénéficie de l'appui d'institutions et du ministère de la Culture et de la Francophonie. Généralement, le ministère accompagne la Bissa à la demande de l'association, mais à partir de l'année prochaine, ça sera institutionnalisé. Donc, systématiquement, le ministère accompagnera la Bissa dans l'organisation pratique. La Bissa marque la fin d'une année et le début d'une nouvelle. Ce passage est rythmé des rituels spécifiques de danse, de chant et de défilés colorés. Il débute le 22 octobre et prend fin le 5 novembre 2023. Plus de 500 000 participants sont attendus. Voilà, rendez-vous est pris pour octobre prochain. C'est un peuple donc qui célèbre son bilan et qui fait la promotion du pardon. Un exemple qui est bien suivi dans le Lodjibois, précisément à Divo, où les populations ont fait des périodes des élections pour promouvoir la cohésion sociale et la paix. On en parle avec Eugène Atoubé. Divo, quartier Plateau, il est 21h30. Attiré par le feu d'artifice qui illumine le ciel, toutes les populations s'y sont rassemblées pour converger vers le stade municipal. Des artistes assurent le spectacle en ce lieu. Le public n'a pas boudé son plaisir. Durant tout ce concert qui marque la fin des vacances scolaires, concert offert aux populations pour les remercier de leur exemplaire conduite qui a permis que les élections régionales et municipales se tiennent sans violence, sans heurts et dans la paix à Divo. C'est vraiment opportun parce que cette célébration montre que la jeunesse de Divo a vraiment, a compris que c'est seulement dans la paix qu'on peut évoluer. C'est dans la paix qu'on peut construire la région. L'initiative est du ministre Amédée Kofi Kwaku, anciennement maire de Divo et nouvellement élu à la tête du conseil régional du Lodjibois. À ses côtés au stade municipal, la ministre gouverneur du district autonome des Lacs, Raymond Goudou Kofi, venu le soutenir à cette fête de vivre ensemble. Comme le public, ils se sont laissés transporter par les sons des artistes sur scène. Le public n'en demandait pas mieux, s'éclatant à souhait et sans retenue, pour consolider la cohésion sociale, le vivre ensemble et la paix, des valeurs auxquelles les populations de Divo sont attachées. Oui, je voudrais d'abord féliciter le peuple du Lodjibois parce que vous savez, Amédée Kwaku vient du centre de la Côte d'Ivoire et ils l'ont accueilli, ils l'ont accepté et aujourd'hui ils le portent comme président du conseil régional. Je pense que c'est un témoignage comme quoi la Côte d'Ivoire, elle est une et indivisible. Nous implémentons ici la vision du président Alassane Ouattara, qui est le vivre ensemble. Et dans cette région, vous voyez, c'est toutes les populations, dans toutes les composantes qui sont réunies. Et nous sommes heureux. Si le concert est illustratif de l'exemplaire Vivre ensemble à Divo, il est aussi révélateur de l'intérêt des jeunes de cette localité pour la musique. Aujourd'hui, la cité du Guibois se laisse découvrir une marque, son harmonie sociale. Voilà, un concert qui vient couronner la cohésion dans le Lodjibois et également la résolution de paix prise par les populations de Divo. Une autre célébration, celle de la Côte d'Ivoire entière qui a remporté la finale de Coupe des Nations de la pétanque face au Bénin avec un score de 13-3 lors de la 50e édition qui s'est jouée à Cotonou hier. À présent, on se met en jambes, casque et vélo pour rejoindre le cyclisme Tour de Côte d'Ivoire qui a débuté hier, dimanche 17 septembre 2023 à Katiola. C'est un circuit fermé de 5700 km à couvrir 20 fois, soit une distance de 114 km à parcourir. Et il faut du souffle et surtout de l'endurance. Salif Ouattara de RTI Sport nous donne des nouvelles des athlètes. Du 17 au 24 septembre 2023, les routes ivoiriennes seront arpentées par les cyclistes à l'occasion de la 29e édition du Tour de Côte d'Ivoire, Tour de la Réconciliation. 42 coureurs venus du Togo, du Mali, du Burkina Faso, de la Guinée, ainsi que 3 équipes de la Côte d'Ivoire prennent part à cette compétition. Le top départ a été donné à Katiola, un circuit fermé dans la ville, long de 114 km, qui a finalement tourné en faveur du Burkina Faso. Pourtant, les Ivoiriens, 15 au total, dans le peloton, avaient pris les devants jusqu'à l'avant-dernier tour où le jeune Ilboudo Mahamadi enfume ses challengers. Son chrono, 3h05 minutes 32 secondes. C'est pas moi je souhaite travailler, c'est tout
cyclistes du Burkina. Grâce à leur capitaine, Abou Sanogo, les éléphants enlèvent la 2e place au classement général. Et voilà, on part en Ukraine qui revendique ce lundi 18 septembre la libération de 7 km² de l'Est et du Sud occupés par l'armée russe. L'armée de l'air ukrainienne affirme aussi avoir détruit 18 drones et 17 missiles de croisière durant la nuit dernière. Des avancées que Kiev espère tôt ou tard convertir en percée des lignes adversaires. C'est le dernier point de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information sur RTI 1 à 15h.